Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance d'être aujourd'hui avec Romain Verlomme-Fried, CEO d'Artorus. Donc Romain a un CV long comme le bras, donc il est à la fois commissaire-priseur pour la maison Rossini qui réalise des ventes aux enchères. Il est aussi fondateur de Token2Me, société accompagnant les collectionneurs dans la gestion et la conservation de NFT, mais il est également cofondateur de la NFT Factory à Paris, une boutique exposant un certain nombre de NFT qui s'est ouverte très récemment. Et enfin, il est CEO d'Artorus, société qui veut rendre liquide le marché des pièces d'or et d'argent, et c'est en partenariat avec Artorus que je réalise cet épisode. Donc bonjour Romain, merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler d'Artorus. Et d'abord, comment vas-tu ? Merci de l'invitation, Thibaut, je vais très bien. Je te remercie de ce petit pitch lancement. Je me permettrai de reprendre quelques informations de la présentation. Oui, je suis effectivement commissaire-priseur et je réalise des ventes aux enchères publiques. Ça, c'est important de le souligner. Les auditeurs comprendront pourquoi juste après. Je fais des ventes aux enchères de biens physiques jusqu'au milieu de cette année, au début de cette année-là. Puisque petit point législatif, je pense que c'est important peut-être d'avoir aussi toutes les ficelles, disons, légales de l'évolution de la législation et de la régulation en France, notamment sur les NFT et la crypto-monnaie, par extension évidemment. Il faut savoir que les ventes aux enchères publiques de NFT jusqu'au mois de février dernier étaient totalement interdites en France. Et on a œuvré par l'intermédiaire de la société dont tu as cité le nom tout à l'heure, Token2Me, mais aussi, disons, tout l'écosystème qui a poussé pour faire en sorte que les NFT sortent un peu de l'ornière, à savoir que c'était quelque chose de complètement euh, réservé, si on veut, un peu black market, un peu geek, etc. Et donc ça a servi, tout ce travail de la communauté a servi, et vous en faites partie d'ailleurs, ça a servi un petit peu à mettre ça au devant de la scène pour permettre justement l'ouverture de la régulation et l'autorisation de vente classique, j'allais dire, des NFT sur le marché des ventes aux enchères. Voilà. Donc c'est une petite précision, mais c'est utile parce que c'est quand même une loi qui a été modifiée. C'est une loi qui datait du XVIe siècle. Donc, c'était pas modifié depuis. Donc, je pense que c'est aussi le petit point rigolo de l'histoire. Et puis, oui, en tant que fondateur de plusieurs sociétés dans les NFT depuis maintenant 2 ans, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des artistes, que ce soit dans le street art, dans la photo, et du coup aussi des institutions qui ont permis la modification de tout ça dans le bon sens, hein, évidemment, parce que ça aurait pu aller dans l'autre sens, hein, tout le monde le sait. Mais pour l'instant, c'est dans le bon sens pour tout le monde, pour l'écosystème, pour le regulatory aussi. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis également, effectivement, cofondateur de la NFT Factory. Alors, je dirais que c'est pas seulement une boutique, je pense qu'il trouverait le mot un petit peu péjoratif. Disons que c'est plutôt un hub où il y a une exposition permanente des plus belles collections de NFT. C'est un espace de formation, un espace de coworking, et qui a été notamment fondé par une centaine de co-associés, parmi lesquels on peut compter Ledger, Sandbox, Dogami, Sora, pas mal d'artistes, de galeries, d'avocats, de VC, etc., de marketplace. Et puis maintenant, effectivement, la casquette en date pour laquelle je suis invité très généreusement par tes soins, c'est celle du CEO d'Artorus. Oui. Eh ben, merci pour toutes ces précisions. Effectivement, c'est très important parce que j'ai pas la vision d'ensemble, moi. Et en parlant de la NFT Factory, j'y suis passé, moi, il y a quelques semaines, et je recommande à tous ceux qui sont dans le coin, du côté de Paris, à y aller parce qu'effectivement, ils font des formations rapides de 20 minutes pour vous présenter tout ce qui est l'univers un peu des NFT. Donc, n'hésitez pas
à y aller. Alors pour démarrer, est-ce que tu peux nous faire un rappel très bref de ton parcours? L'a déjà un peu évoqué, mais aussi surtout comment les NFT se sont un peu intégrés dans ta vie au fur et à mesure et comment tu as été finalement convaincu de cette technologie? Oui, oui, c'est une question assez intéressante parce qu'on ne vient pas, enfin, tout naturellement au NFT, enfin, en tout cas pour ma part. Moi, je suis spécialiste sur le marché de l'art depuis maintenant une vingtaine d'années. Je travaille dans des maisons de vente aux enchères depuis 15 ans. D'abord spécialisé dans l'art contemporain, puis je suis passé par l'art africain, la grande époque de l'art africain, par l'art asiatique, de nombreux voyages, et puis maintenant à l'art très contemporain qui a toujours, j'allais dire, jalonné ma vie, parce que je suis très sensible à toutes les expériences artistiques. Donc c'est vrai que l'art digital qui se fit parfaitement au NFT avec les nouvelles expérimentations, les 3D, les pixels, les voxels et j'en passe. Moi, pour dire la vérité, moi je suis pas geek du tout. Je suis pas non plus tech, je code pas et je suis arrivé un peu dans le monde un peu par hasard, plus par la crypto et donc par l'investissement pur et dur que par les NFT. Mais pour vous dire la vérité, mon travail de commissaire-priseur, donc qui est mon travail, hein, euh, en fait, a entraîné un certain nombre de questions. Et pour vous faire un petit résumé rapide, en fait, quand un commissaire-priseur vend une œuvre sur le marché de l'art, donc en vente aux enchères, la première question qu'il se pose, c'est d'où vient cette œuvre, à qui appartient-elle? Bon, ça, on le sait assez rapidement parce que c'est généralement la personne qui nous la dépose. À qui a-t-elle appartenu? Quel est son chemin depuis sa création jusqu'à la mise en vente? Quels ont été les différents prix de vente, par exemple? Et il faut savoir que les commissaires-priseurs sont quasiment la première blockchain qui a existé parce que ce sont des informations qu'on est obligé de récolter, ça depuis l'invention du métier de commissaire-priseur au début du XVIe siècle. Et donc, en fait, tous les commissaires-priseurs, mais de la même manière que tous les notaires, consignent dans leur cahier, dans leurs livres qui sont conservés dans leurs études, tout le parcours, toutes les provenances des objets qu'ils vendent. Et puis j'avais à cœur, en fait, en développant toujours une recherche approfondie d'efficience hein, et d'ergonomie dans cette recherche de provenance, je cherchais quelque chose de plus facile à utiliser, quelque chose qui aille plus rapide, qui soit facile à lire pour tout le monde. Et à l'époque, donc il y a 3 ans, je connaissais absolument pas le monde de la blockchain, donc je suis un jeune bébé hein, dans le monde de la blockchain. Et en discutant avec des amis rencontrés un peu par hasard sur d'autres, disons dans d'autres cercles un peu plus larges, un jour je pose cette question à quelqu'un qui était un peu plus tech que moi qui s'occupe maintenant de toutes les infrastructures, notamment pour les hôpitaux, blockchain. Et il me dit, ben, je vais te donner un conseil. Euh, Tape sur Google blockchain et tu reviens me voir dans 6 mois et tu auras certainement la réponse à ta question. Et je me suis plongé en fait dans des tutos invraisemblables pendant des nuits entières, des mois entiers, à comprendre ce qu'était, enfin tenter de comprendre d'ailleurs, ce qu'était la blockchain, d'abord avec des tutos essentiellement en anglais, puis assez abscons ouais, hein, quand on se jette dedans. Et puis j'ai commencé à comprendre, à essayer de coder un minimum, d'inscrire des trucs sur la blockchain, de créer des NFT, de minter, d'acheter de la crypto, d'échanger, etc. pour comprendre tout ce système-là. Donc voilà comment je suis arrivé un petit peu dans l'univers des NFT. Et quand j'ai eu cette espèce de clé qui m'a permis de voir autre chose, je me suis un peu lancé là-dedans à corps et à cri. Voilà. C'est intéressant parce que tu dis que tu n'es pas tech mais tu as quand même mis les mains dans le cambouis, donc tu as fait vraiment tous les tests, tu es allé faire tes propres recherches, donc ça, c'est quand même intéressant et je pense que c'est effectivement le mieux pour se lancer là-dedans. Alors, sauf erreur de ma part, ça fait quelques semaines maintenant que tu es le CEO d'Artorus. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est un peu passé la prise de fonction? Oui, eh bien, c'est un peu des rencontres. Hein, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est avec des belles rencontres, des belles personnes qu'on fait de beaux projets. Et ben donc après m'être lancé totalement officiellement dans le monde du Web3 il y a à peu près 2 ans,
je parcours et je navigue entre plusieurs structures, j'ai plusieurs casquettes, comme tu le rappelais au début, en fait, advisor, art advisor sur certains projets. Bon, on va pas tous les nommer parce que ça serait un petit peu inutile et ça va nous perdre, mais disons que je navigue un peu entre différentes émissions, podcasts, interviews, etc. Et l'un des cofondateurs de Artorus, un jour, me contacte basiquement sur LinkedIn pour me demander un conseil pour participer à une émission à laquelle je participe assez souvent le matin qui s'appelle NFT Morning, qui est une émission consacrée au NFT qui existe depuis, je sais pas, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc tous les matins, Rem et John font l'actualité pendant 1 heure tous les matins entre 9h et 10h sur l'actualité, les nouveaux projets, les conseils artistiques, etc., etc. Et donc Olivier, donc le cofondateur de Artorus, vient me chercher et puis il me dit, bon voilà, est-ce que tu n'aurais pas quelques conseils? Donc je m'intéresse à cette société que je ne connaissais pas, à vrai dire, même si j'ai toujours été sensibilisé par l'investissement et la numismatique, puisque ce sont des ventes aussi que j'organise physiquement encore actuellement, mais je ne vends que des pièces physiques. Et pas de NFT parce que c'est encore un peu trop nouveau dans le monde des ventes aux enchères. Et donc, disons que c'est un projet qui m'intéressait. Donc, j'ai essayé de creuser ça, de faire en sorte que le projet prenne un peu plus d'ampleur en les présentant à différents influenceurs, podcasteurs, etc. Et puis on est resté en contact parce que ce projet mi-physique, mi-digital me plaisait. Donc j'ai commencé un petit peu à fouiller, à voir comment ça se passait ailleurs, ce que faisaient les autres sociétés spécialisées dans disons, le retail d'or physico-numérique, quoi, figital, comme on dit. Et de fil en aiguille, en fait, c'est avéré que Artorus était en pleine restructuration, qui développaient leur actionnariat, en recherche de levée de fonds, etc., etc. Et puis ils m'ont demandé si je voulais rejoindre l'aventure. Et j'ai dit banco. Voilà, donc et pourquoi j'ai dit banco? Ben, c'est justement ce côté hybridation, moi, que j'apprécie particulièrement. C'est la rencontre entre le physique et le digital. Et étant donné que je fais des ventes d'objets physiques, moi, je suis très attaché à l'objet qu'on peut toucher, qu'on peut déplacer, etc. Et je pense que le mass market et, j'allais dire, la prochaine vague, en tout cas, des gens qui vont s'intéresser au Web3, vont d'abord s'intéresser aux projets qui ont encore un lien avec le physique, avec quelque chose qu'on peut retrouver, qu'on peut regarder, qu'on peut toucher, qu'on peut échanger, même si la volonté d'Artorus, c'est de dématérialiser, d'upgrader les collections physiques. Et donc, voilà, cette hybridation, ce positionnement entre tangible, unique et numérique, assez novateur d'ailleurs dans l'écosystème Web3 m'a plu, donc j'ai dit allons-y, voilà. Oui et puis vu ton expérience, je pense que tu es taillé sur mesure pour prendre, les rênes d'un tel projet donc bravo en tout cas pour ce nouveau poste et je suis persuadé que ça va aller, très, très loin et moi je vais vous suivre avec, beaucoup d'attention. Alors est-ce que tu peux nous dire à quoi sert Artorus? Quel est le cœur du projet et quelle est la proposition de valeur derrière Artorus? Oui, alors, comme je disais un petit peu juste avant, la proposition de valeur, c'est de monter un niveau dans la collection de numismatique. Donc, numismatique, c'est la collection de pièces de monnaie qui sont encore commercialisées ou plus commercialisées. Et également des pièces d'investissement, donc des pièces en or qui sont connues de tous, c'est-à-dire le Napoléon, le Louis d'or, etc., etc. Donc ça, disons que c'est le socle de la proposition, c'est-à-dire dématérialiser les collections, tout en ayant, parce que c'est ça qui est aussi intéressant dans le monde qu'on vit aujourd'hui, tout en ayant ce qu'on appelle un low carbon footprint impact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empreinte carbone, en tout cas le moins possible, étant donné que ce qu'on propose, c'est l'achat de pièces qui ont déjà été, alors là tu apprécieras tout le vocabulaire en fait qui est très facile à corréler, toutes les pièces qui existent sur le marché et qu'on propose à l'achat ont déjà été mintées, c'est-à-dire frappées. Mais c'est comme ça, c'est le terme qu'on utilise également pour les pièces de monnaie. Et donc, il n'y a pas de fabrication supplémentaire pour les objets qu'on vend. Donc déjà, il n'y a pas d'impact de surfabrication. Le deuxième aspect, c'est aussi qu'on utilise des ressources minières
le moins possible, puisque ces objets-là ne sont plus fabriqués, donc il y a assez peu de transport généralement. La très grande majorité des pièces qu'on connaît aujourd'hui qui sont sur le marché sont conservées en Europe, c'est-à-dire dans des coffres, en Suisse, en Belgique, en France, etc. Donc il y a assez peu d'échanges, euh, j'allais dire, d'empreinte carbone. Donc ça, c'est déjà la première proposition, c'est-à-dire qu'on va chercher des objets qui ont déjà été fabriqués et qui sont tangibles et qui ne coûtent pas à la planète, hein, grosso modo, pour les amener vers une ère numérique. Alors certes, cette ère numérique nouvelle, tu pourrais me répondre qu'elle a un impact carbone, étant donné que derrière, il y a des machines, il y a des ordinateurs, etc. C'est pourquoi on utilise, mais je pense qu'on y viendra peut-être après, des blockchains plus respectueuses. Voilà. Donc la proposition de valeur, elle est assez simple, hein, au final. Il y a deux axes euh, qu'on qu'on va aller chercher, hein. Il y a donc via la digitalisation des objets physiques, on permet à deux types de clients, si on veut, les entreprises et les particuliers, de se libérer des contraintes physiques comme le transport, le stockage, l'assurance. Et l'objet, en fait, qui est la pièce, donc le coin, encore une fois, j'utilise un vocable qui existe déjà dans le modèle numismatique, et encore une fois, la numismatique existe depuis la nuit des temps. On échange depuis l'aube des temps, depuis que la monnaie existe, ces pièces-là pour de l'échange de valeur, hein. C'est pour ça que moi je trouve ce projet hyper passionnant, c'est-à-dire que euh, on digitalise la monnaie frappée et non pas la monnaie fiduciaire, la monnaie papier qui peut perdre de la valeur. Là, ce sont des pièces de monnaie en or ou en argent qui ont déjà une valeur intrinsèque. Donc ça, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est assez simple. On va, pour les entreprises qui sont déjà dans ce domaine-là, donc dans le domaine de la numismatique, ça représente plusieurs centaines de millions d'euros de marchandises et de frais de transaction chaque année, hein. Il y a des très gros pôles d'échange de monnaie, que ce soit or ou argent. Et on s'attend tous à entendre ces noms, hein, Monaco, Bruxelles, Paris, qui sont des gros hubs d'échange de ce type de monnaie. Et donc nous, en fait, on est au milieu. Donc on va se servir de ça, on va aller chercher les entreprises pour leur proposer de se libérer, encore une fois, de tout ce qui est transport, assurance, envoi, stockage, etc. Et on va proposer à leurs clients via ce système, donc ce plug, hein, sur une blockchain, parce que l'utilisation du NFT finalement n'est pas une fin en soi. On ne va pas créer des NFT pour créer une énième collection de NFT, ça ne nous intéresse pas, même s'il y a un pôle artistique qui va se développer, mais ça, sur le plus long terme. L'idée, c'est d'utiliser ce protocole blockchain pour sécuriser les transactions. Voilà. On utilise un nouveau protocole qui existe, qui a fait ses preuves, etc., pour upgrader, pour développer de nouvelles compétences. Alors, tu pourrais me dire, pour les acheteurs, en fait, ça change quoi? Moi, j'aimerais bien avoir ma pièce et la mettre sous mon oreiller et la regarder tous les matins. Eh ben, en fait, on va leur permettre à ces acheteurs d'investir plus facilement dans des pièces de monnaie, que ce soit anciennes ou un peu plus modernes. Alors, encore une fois, toute petite parenthèse, là, il y a deux types de pièces. Il y a des pièces d'investissement après 1800 et des pièces de collection avant 1800. Voilà, c'est un peu la dichotomie qu'on utilise dans le cadre de la collection de monnaie. Et donc pour les acheteurs, ben, on va le faire échapper à ces contraintes de déplacement, d'aller voir les pièces, d'obtenir, on va leur proposer un scan 3D de leurs pièces, on va leur proposer d'utiliser ces pièces pour peut-être organiser des collections dans un métaverse. Et donc ils vont avoir la propriété de cette pièce sans la détenir physiquement, sans avoir à les transporter, à les assurer. Et puis ça va permettre aussi, in fine, de faire de l'investissement contre l'inflation. Et ça va permettre de revendre sa pièce très facilement sans se déplacer ou sans aller faire le tour des comptoirs numismatiques. Là, pour le coup, c'est des NFT qui sont adossés à des pièces physiques qui sont dans les coffres, donc c'est pareil, leur valeur va se maintenir. C'est comme quand on achète des NFT sur l'immobilier, c'est vraiment il y a quelque chose derrière qui, garantit une certaine valeur dans le temps. Là, l'avantage de vos NFT, j'imagine que le client qui va se lancer dedans, chez Artorus, qui va acheter sa première pièce, l'une des premières interrogations, c'est où est-ce qu'elle est stockée? Dans quel coffre? Est-ce que ces informations-là,
il va avoir, je sais pas, une sorte de tableau de bord avec les informations. Cette pièce-là, elle est stockée dans tel coffre qui est audité à telle fréquence. Voilà. Quelles sont les informations autour des coffres stockant ces pièces? Alors oui, il y a deux questions en une, Thibaut, si tu me permets, je réponds dans l'ordre. Oui, le prix du NFT sera forcément relié au prix de la pièce d'or ou d'argent. Faut savoir que depuis 20 ans, le, le prix de l'or a été multiplié par 6 ou 7, hein, quelque chose comme ça. Le prix de l'argent a augmenté aussi également, et on ne parle que pour l'instant de ces deux euh, types de pièces qu'on utilise, mais on peut très bien imaginer euh, dématérialiser une collection de diamants, une collection de, etc., etc. Donc il y a toujours effectivement un socle qui est assez facile en plus à constater, parce que tous les jours, le prix des pièces d'investissement, donc postérieures à 1800, est connu de tous. Sur tous les tableaux de bord, sur tous les sites internet d'échange de monnaie. Donc ça, c'est assez simple. Et le NFT vaudra toujours à minima ce prix-là. C'est-à-dire que l'acheteur qui va acheter son NFT et qui peut le transférer et le revendre autant de fois qu'il le veut, hein, c'est l'avantage aussi de la blockchain. La personne qui voudra un jour récupérer sa pièce pourra très bien, par un processus de burn connu des amateurs de NFT, c'est-à-dire que le NFT va être détruit au profit de la pièce, et la pièce va être donnée ou rendue au propriétaire du NFT à l'instant T où cette personne brûlera le NFT. Voilà, donc ça, il y aura toujours un prix socle qui évitera l'inflation ou éventuellement évitera les grosses pertes de valeur qu'on a pu connaître par exemple ces dernières semaines suite à des épiphénomènes de plateformes qui se cassent la gueule ou une crypto-monnaie qui perd de la valeur ou un conflit mondial, etc. Euh, il y a toujours un socle qui est relié à cette pièce et euh, évidemment à la matière de cette pièce. Donc, il y a assez peu de chances, enfin en tout cas, ça couvre pas mal de risques d'effondrement. Après, évidemment, si on tombe sur le grand effondrement dont tout le monde parle, évidemment, le NFT perdra de la valeur, mais il n'y aura plus grand-chose. Donc, à la limite. Mais en fait, le socle qui est utilisé, c'est pour ça qu'on utilise des pièces qui sont patiemment sélectionnées par nos équipes d'experts, sont sélectionnées pour leur rareté, leur millésime, leur historique, etc., etc. Donc, il y aura toujours une valeur intrinsèque à la pièce. Donc, ça, c'est la première chose. Et une pièce égale, enfin, un NFT égale une pièce. Donc, ça, c'est assez facile. Et la question de la sécurisation, alors, évidemment, c'est la question qu'on se pose tout de suite. Où elle est ma pièce? Parce que c'est facile de dire que le NFT est relié à une pièce, mais si on ne sait pas où elle est, si on n'a pas d'information ou pas d'audit, c'est vrai que ça décrédibilise un peu le fonctionnement du projet. J'allais dire, c'est un peu comme un stablecoin en fait, au final. On va acheter un USDT, un USDC, un USD, un USB, et en principe, de l'autre côté, la société séquestre des dollars corrélativement à ça. Ça, c'est le principe. Nous, c'est ce qu'on fait. Dès qu'il y a un acheteur qui achète un NFT, la pièce est mise au coffre. Alors, pas directement par nous, parce que ça serait prendre trop de risques par rapport, disons, euh, à l'organisation de la société. Donc, c'est un partenaire chez qui on achète les pièces, qui sécurise ces pièces-là au fur et à mesure. Donc, il y a une facture d'achat et la pièce est sécurisée dans leur coffre avec leur assurance et est auditée par une personne encore extérieure. C'est-à-dire que là, évidemment, ça recentralise un petit peu le stockage, évidemment, mais ça permet d'éviter des manipulations comme on a pu connaître en disant oui, oui, on collatéralise. Je vais prendre un exemple. On va prendre Terra Luna, ou non, c'est un mauvais exemple puisque ça c'était algorithmique, mais disons un autre stablecoin qui dit qu'il a des euros ou des dollars en banque et que contre ça, il émet son stable. Mais pour l'instant, en L'USDC ou fait, l'U ouais, voilà l'USD l'USDT, l'USDC. En fait, voilà. c'est juste sur une,
j'allais dire, sur une parole, sur une bonne parole. Alors évidemment, il y a des audits, mais les audits sont payés par la société. Donc c'est très facile de dire bon, j'ai séquestré cette somme parce que je vous vends celle-là. Nous, en fait, on rajoute une couche supplémentaire, c'est-à-dire que ce n'est même pas nous qui stockons la pièce et les audits ne sont même pas commandés par nous. Donc c'est encore une société partenaire qui est à pignon sur rue et qui est enregistrée auprès de toutes les autorisations et pays qu'il faut, hein, pour faire simple. Et pour le moment, parce que ça va être destiné à bouger, pour pas que ça soit toujours dans les mêmes coffres, pour des questions de sécurité aussi. Pour le moment, ce coffre est à Bruxelles. Voilà. D'accord, bah, c'est très clair et du coup, dans le cœur du système, vous utilisez la blockchain, vous utilisez une infrastructure, vous l'exploitez, vous n'avez pas développé votre solution, c'est bien normal. Quelle est la blockchain que vous avez utilisée ou les blockchains que vous utilisez et pourquoi, avoir choisi telle ou telle blockchain? Alors, on utilise, je le disais un petit peu en introduction, on essaye d'avoir une empreinte carbone la moins importante possible. Donc, on utilise principalement la blockchain Polygon, ou Polygon, certains diront, qui est un layer 2 de Ethereum. C'est celle qu'on va utiliser le plus possible parce qu'elle est éco-responsable, parce qu'elle est très rapide aussi. On peut, de mémoire, je crois qu'on peut faire jusqu'à 65 000 transactions par seconde, donc c'est largement suffisant. Voilà. Et également, et non des moindres, pour les frais de gaz, hein, ce qu'on appelle les gaz fees, qui sont très faibles sur cette blockchain-là, comparativement à Ethereum, même si c'est un petit peu moins cher sur Ethereum maintenant, mais c'est pas flagrant. Voilà, on utilise ça, on utilise un layer d'Ethereum parce qu'on a considéré, après avoir audité différentes blockchains, que c'était la plus résiliente, la plus utilisée et la plus compatible pour le moment dans le Web 3. Et on avait hésité avec Solana, avec pas mal de choses. Mais après audit, en fait, on en est revenu au basique, en fait. Et voilà, je pense, en mon âme et conscience, que Ethereum est la blockchain la plus utile aujourd'hui pour notre projet en tout cas. Mais cela ne nous empêche pas, pour certaines collections très spécifiques, d'utiliser directement Ethereum. Mais on le fait le moins possible parce que des fois on a des commandes particulières, pour être tout à fait honnête. Et il y a encore des gens qui préfèrent que leur jeton, donc qui est un RC721, soit sur cette blockchain. Voilà. Donc c'est pour répondre plutôt à la demande particulière de gros collectionneurs qui font appel à nous, qui préfèrent être sur cette blockchain-là. Mais voilà, on utilise soit un layer d'Ethereum, soit directement Ethereum. D'accord, c'est bien d'ouvrir la porte pour ceux qui préfèrent rester sur Ethereum, quitte à payer un peu de frais supplémentaires, il y a aucun souci, c'est logique. Donc ces NFT-là, ils sont associés à des wallets, enfin des portefeuilles, sur Polygon, donc ce layer 2, afin de maximiser la sécurité. On est à fond dans la sécurité en ce moment et il y a donc des portefeuilles qui sont compatibles avec les meilleures solutions de sécurité, comme par exemple le Ledger, la fameuse, clé USB ultra sécurisée, de l'entreprise française. Est-ce qu'il y a bien ça qui est pris en compte et qui est possible pour les utilisateurs? Tout à fait, tout à fait. On travaille, on fait des tests pour l'instant qui sont très concluants. Donc, il n'y a pas de barrière. Ça fonctionne très bien. C'est un jeton classique, hein. Le NFT concret, c'est ni plus ni moins qu'un ERC721. Donc, ça fonctionne et ça se transfère tout naturellement sur un hardware wallet. Et vous pouvez le stocker directement. Donc, en fait, les NFT que vous achetez via Artorus sont visibles sur MetaMask, sont visibles si vous avez un compte OpenSea, vous pouvez les voir sur OpenSea. Donc, on a essayé de maximiser, disons, la visibilité et les possibilités pour que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible. On a même mis en place sur le site internet un paiement direct en carte bleue parce qu'on croit fortement que les premières personnes qui vont vers ce type de solution, même s'il y a des Web3 addicts,
et des NFT maximalistes qui ont déjà leur portefeuille, leur crypto-monnaie, qui peuvent payer directement en crypto-monnaie sur le site aussi, ça ne pose aucun problème. Mais disons qu'on va aller chercher, nous, le mass market, comme je disais tout à l'heure, on va essayer d'aller chercher les collectionneurs de numismatique classiques qui ont envie de franchir une nouvelle étape avec leur collection pour pouvoir euh, en disposer plus rapidement, pouvoir le montrer à plus de personnes et faire en sorte que ça soit plus liquide euh, que d'avoir dans son coffre à la maison sa monnaie et être obligé d'ouvrir le coffre, de prendre sa monnaie, de l'amener sur une bourse quelconque ou dans un comptoir numismatique, de la montrer à un collectionneur, éventuellement de l'échanger ou de la vendre, etc. On va rendre tout ce processus en fait très facile. Évidemment, on va perdre le côté, parce que c'est un peu la question aussi, on va perdre le côté du toucher sur la pièce, que les numismates et les collectionneurs aiment bien pouvoir retourner la pièce, la faire transiter entre ses mains, etc. C'est un aspect qu'on va perdre, c'est certain. Néanmoins, on va parier sur le fait que aujourd'hui, comme les grands tableaux, les très grands tableaux de collection, comme les voitures de collection, aujourd'hui sont dans des garages ou dans des coffres géants, et que en fait personne n'en profite réellement. Et donc, on prend le pari de la digitalisation et de la collection dans un métaverse ou disons, dans un environnement totalement numérique. Et oui, vous pourrez transiter, transférer et stocker vos NFT sur un Ledger, mais aussi sur les autres solutions. Cocorico pour Ledger, évidemment, pour la société qui est Virdon, que je connais bien d'ailleurs. Mais oui, oui, les solutions de stockage en cold wallet sont tout à fait possibles. Ça, c'est fondamental. Effectivement, la carte bleue, pouvoir payer très facilement, c'est aussi, indispensable, à mes yeux. Donc c'est très bien que vous fassiez ça. Donc il y aura vraiment, à la fois la possibilité d'acheter facilement, de stocker facilement et de n'avoir rien à faire derrière. Et comme tu le dis, on perd le toucher, mais la porte n'est pas totalement fermée. Si vraiment quelqu'un veut absolument le toucher, bah, à ce moment-là, on burn le NFT et on a la pièce et voilà, là, il y a quand même une solution à ce problème-là. Alors, j'ai une petite question. Si j'achète un NFT, chez vous, chez Artorus, je détiens ce NFT sur mon portefeuille, Polygon. Je veux l'envoyer à un ami, je ne sais pas, c'est la période de Noël. L'avantage de cette solution, c'est que maintenant, c'est liquide, c'est un marché qui est liquide. Je peux envoyer ce NFT directement sur le portefeuille d'un ami. Est-ce que celui-ci, cet ami, pourra sans aucun problème récupérer la pièce d'or s'il le souhaite? Est-ce qu'il y a, à un moment donné, dans les informations d'achat, la présence de mon nom et de mon prénom qui importe, pour récupérer la pièce d'or? À mon avis, non, sinon ça n'a plus vraiment de sens, mais comment est-ce que vous gérez, ça? C'est le NFT qui fait foi, ça j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y a un problème si jamais j'envoie ça, très rapidement à un ami et comment ça va se passer, pour récupérer cette pièce d'or si c'est pas moi qui l'ai acheté, mais mon ami qui récupère ce NFT et qui veut juste après, récupérer la pièce? Oui, oui, c'est l'une des questions aussi fondamentales. La réponse est dans la question, évidemment, cher Thibaut. Euh, Évidemment que la personne qui va recevoir le NFT pourra, sans aucun problème et sans aucune contrainte, pourra claim sa pièce, à condition, et parce que ça c'est une condition, alors d'abord réglementaire, mais aussi sécuritaire, à condition de faire un KYC lors de la sortie de la pièce, ce qui va permettre deux choses. Un, de s'assurer que le propriétaire ne l'a pas subtilisé, le nouveau propriétaire ne l'a pas subtilisé, parce que quelqu'un qui aurait volé un NFT par l'intermédiaire d'un scam ou d'un hack de n'importe quelle wallet pourrait se retrouver propriétaire de ton NFT si tu as hacké ton MetaMask, par exemple. Mais si on lui demandait de faire un KYC pour récupérer sa pièce, je pense qu'il ne le ferait pas. Voilà. Tout simplement parce que généralement, les personnes qui font ce type d'action essayent de rester discrètes au maximum. Ce qui va nous permettre également, et éventuellement, on est en train de mettre ça en place, c'est un peu plus compliqué, mais on essaye de penser à tout, de la faculté de pouvoir recréer le NFT si tu te l'es fait voler. Parce que au final, l'aspect physique existe. Donc, étant donné que tu es le premier propriétaire, si tu dis que tu te l'es fait voler et qu'on bloque le NFT volé, logiquement, tu pourrais
Alors, il y a des conditions qui vont être mises en place, évidemment, parce que sinon, ça serait beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de problématiques techniques pour rien. Mais la sécurité a aussi un nouveau level, hein, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on va aussi sécuriser éventuellement le vol de NFT pour que le nouveau propriétaire puisse éventuellement réclamer un vol, enfin se plaindre et puis on pourrait éventuellement lui restituer, sauf si le nouveau propriétaire qui a volé ça a fait son KYC et que l'ancien propriétaire ne s'est pas plaint. Bon, mais disons qu'on va essayer de mettre en place aussi des nouveaux cliquets de sécurité. Encore une fois, pour sécuriser, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue tout le temps, et il y a des scams tous les jours et des hacks tous les jours, etc. Et donc, on est en train de mettre en place un processus, une sorte de support technique pour éventuellement pallier à ces problématiques techniques de subtilisation. Voilà, donc ça, c'est ça. C'est ça. Mais donc, si de manière tout à fait de bonne foi, tu envoies le NFT ou tu l'offres à quelqu'un, cette personne-là, tout simplement, s'il n'y a pas eu de procédure en amont qui dit ce NFT est volé, ce qui existe aujourd'hui hein, sur d'autres collections d'ailleurs, hein, on l'a vu, il y a une décision de justice qui a été rendue récemment de propriétaires de Bored App qui se sont plaints et qui ont pu bloquer les transactions. Voilà. Alors, on va essayer de mettre en place ce système-là. Alors, on n'a pas encore le support juridique hein, de ce type de labs, hein, évidemment, on n'a pas ces moyens-là, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit et qu'on va essayer de mettre en place. Donc, si tu l'envoies, hein, ton ami pourra très bien claim en faisant un KYC tout simplement. Et donc, la récupération, parce que la question qui arrive juste après, c'est comment je la récupère, ma pièce? Est-ce que je la récupère à la poste? Est-ce que je la récupère autrement? Ben, il y aura plusieurs choix. Tu pourras très bien la recevoir par la poste. À ce moment-là, il y aura des frais de poste classiques avec une assurance, comme si bah, tu te faisais livrer un colis de saucisson pour Noël, voilà, grosso modo. Et sinon, euh, suivant les événements qu'on organise, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont réservées pour 2023, on organisera aussi des remises avec des soirées des remises aux propriétaires qui claimeront. Donc, on fera patienter peut-être une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Il y aura une sorte de petite cérémonie, happening, event, etc., où seront remis les pièces aux collectionneurs, ce qui aussi permettra de souder la communauté Artorus et éventuellement de créer d'autres systèmes de trade, etc. Donc voilà. Oui, oui, tout est prévu. C'est une très bonne idée, je pense, de faire ces petits événements, ponctuels pour, souder la communauté et avoir une remise officielle. C'est très intéressant en tout cas et si, moi je connais des contacts un peu à l'étranger, aux États-Unis ou en Asie, pour envoyer cette pièce, par exemple, enfin ce NFT et s'ils veulent claim ce NFT, ils vont forcément, devoir, payer des frais supplémentaires parce que la pièce va naviguer à différents continents, mais, c'est à la charge forcément, de la personne qui possède le NFT. Mais est-ce qu'il y a des problèmes après d'ordre juridique entre des je ne sais pas comment ça se passe pour transférer de l'or d'un pays à un autre? Est-ce que c'est facile? Ou est-ce qu'il y a d'autres problématiques que juste des frais supplémentaires pour la personne qui veut récupérer sa pièce? Alors, pour l'instant, il y a deux process sur lesquels on n'a pas la réponse. C'est pour la Corée du Nord et l'Afghanistan. Voilà. Pour l'instant, ce sont des pays qui sont assez bloqués là-dessus. L'envoi et la réception d'or est très compliqué dans ces pays. Mis à part ça, on a un process qui est très bien établi et qui fonctionne pour à peu près tout le reste des pays du monde. Donc, je crois qu'on a une liste avec 292 pays à peu près qui peuvent recevoir ce type de monnaie sans problématique particulière, mis à part les formalités douanières qui parfois peuvent être euh, un peu haute suivant les pays. Et oui, évidemment, la TVA à l'entrée en Chine n'est pas la même qu'aux États-Unis, pas la même qu'en Australie, pas la même au Congo, ni qu'en Russie, etc. Donc chaque pays, disons, a son fonctionnement, tout comme la France a un système fiscal à part entière. Donc il n'y a aucune problématique particulière, sauf des frais donc d'envoi classique, hein, comme on envoie un colis, mais disons que plus c'est loin, plus ça coûte cher, hein, grosso modo, donc ça c'est assez classique, hein. Par contre, j'allais dire le seul papier à remplir, la formalité supplémentaire, ce sera le dédouanement, donc les formalités pardon, du passage à la douane.
Et donc là, suivant les pays, donc mis à part la Corée du Nord et l'Afghanistan, on n'a pas la réponse, mais sinon, il y a un process qui est tout à fait opérationnel, qui peut durer plus ou moins longtemps. Il faut savoir que l'entrée de certaines matières, mais, alors je parle là d'or ou d'argent, mais envoyer certains aliments aux États-Unis est très compliqué, ou certaines peaux de bêtes, ou etc. Donc, suivant les pays et suivant les catégories, ça peut être plus ou moins long. Mais mis à part ça, on peut envoyer de l'or et de l'argent à peu près partout dans le monde, sans problématique particulière, mis à part ces barrières, entre guillemets, qui n'en sont pas, mais c'est comme ça qu'on les appelle, ces barrières douanières. Voilà. D'accord, bah, c'est très clair et puis l'Afghanistan et la Corée du Nord, c'est effectivement un peu en marge et je pense que de toute façon, il y a le KYC pour, pour éviter, tout problème. OK. C'est très, très clair. Si je veux commencer dès maintenant et que je veux acheter ma première pièce d'or, j'ai vu que sur votre site Artorus, vous proposiez des liens vers OpenSea avec des pièces qui sont déjà disponibles à la vente. Quel est le vraiment pour celui qui veut démarrer dès maintenant, quel est le processus le plus simple? Le plus simple, vous pouvez alors très bien, alors, comme tu disais, il y a des pièces qui sont déjà disponibles. La gamme pour l'instant est assez petite puisque on n'a pas fait de très gros stocks importants. Et notre but, comme je le disais au début, et ça, c'est assez important, je pense, le but, la finalité n'est pas de créer une multitude de NFT. Ça, c'est, disons que nous, on utilise le protocole plus pour ce qu'il représente en termes technologiques, plutôt que de créer voilà, une collection de 10 000, 15 000 ou 20 000 NFT, pour le coup, qui pourraient tous se ressembler plus ou moins, parce que quand on vend des pièces postérieures à 1800, un Napoléon en or ressemble à quasiment tous les autres Napoléons en or. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus de créer au final le NFT. Le NFT, c'est juste le protocole qui va permettre d'avoir un certificat d'authenticité pour attester de la propriété du collatéral qui sera conservé. Donc, mis à part ça, il y a des pièces disponibles sur OpenSea, il y a des pièces que vous pouvez directement minter vous-même en faisant l'achat sur le site artorus.io. Donc ça, vous pouvez payer soit en crypto-monnaie, soit en fiat avec votre carte bleue. Et à ce moment-là, vous minterez vous-même, parce que pour certaines personnes, c'est important de pouvoir minter soi-même et pas de l'acheter sur un second marché, sa pièce. Et alors là, le range, hein, donc j'allais dire, le panel est assez large. On commence avec des pièces à 50 euros, par exemple, 30, 50 euros, même 30 euros. Je crois que le premier prix pour des petites collections, parce qu'on pense aussi aux jeunes collectionneurs qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tout de suite une pièce en or à plusieurs centaines d'euros. On pense aussi aux petits collectionneurs qui veulent acheter une pièce rare et en très bon état en argent des années 1970, 1870, pardon. Ça peut être une pièce d'Hercule ou que sais-je. Des pièces en très bel état de conservation avec un millésime très bien, dans un état quasiment parfait ou parfait. Et on peut commencer voilà, sa collection à partir de 30 euros et après jusqu'à, je crois que sur le site, il y a des pièces jusqu'à 3 4 000 euros, hors commande spéciale. Parce que après, on peut, sur demande, aller chercher, puisqu'on a quelques partenaires qui sont parmi les plus gros dealers de pièces en or et en argent du monde. Et il y a des pièces qui sont très recherchées, très rares dans le commerce et qui généralement ne vont jamais sur le marché, c'est-à-dire qu'elles sont conservées uniquement chez des collectionneurs ou dans ces gros retailers. Et donc, sur commande spéciale, par exemple, tu me dis, je veux une pièce avec Louis XVI de 1772 avec telle qualité et je veux que ça soit cette typologie qui a été frappée à Rouen, j'en sais rien, enfin des spécificités très très compliquées, enfin peut-être très rares sur le marché par exemple. Et ben on va aller chercher en fait la pièce que tu veux, te la montrer et créer un NFT rien que pour toi. Et puis après, ça peut aller à plusieurs dizaines, voilà, plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour toi. Voilà. Donc, disons que l'offre disponible est entre 30 et 3 000 euros, voilà, avec une vingtaine ou une trentaine de références. Et puis après, ça peut être des commandes spéciales. C'est assez dingue de se dire qu'on peut acheter un cadeau de Noël là, dès maintenant sur Artorus, pour, avec un budget de 30, 40, 50 euros et offrir de l'or à quelqu'un pour Noël. Moi, je trouve ça fantastique, ce côté liquide, ce côté accessible, qu'on donne, à l'or grâce à des solutions comme, celles que vous proposez chez Artorus.
Pour, finir un peu cette interview, quels sont vos plans pour continuer votre développement, votre croissance? Est-ce que vous avez des partenariats à venir? Quels sont les grands jalons importants à venir pour Artorus? Alors là, je rebondis juste sur la fin de ta question précédente et le début de celle-là. Faut savoir qu'on est vraiment dans l'ère du temps et c'est vrai que c'est dingue de rendre l'or liquide. D'ailleurs, l'or est à la base liquide hein, pour le transformer en pièces. Ça aussi, c'est un petit peu amusant en verbiage, comme on appelle, en wording. C'est toujours utile de se référer aux mots qu'on utilise effectivement dans la numismatique, mais il faut savoir que il y a eu l'annonce il y a quelques jours que Dubaï devenait le premier État au monde à rendre son or accessible sur la blockchain. Donc ils veulent devenir le premier État numérique orifère au final. Donc on est bien dans l'ère du temps en fait. Ils veulent complètement faire exploser le marché traditionnel des lingots d'or en dématérialisant tout le commerce d'or sur la blockchain. Alors pas forcément par NFT, hein, parce que c'était pas dans le compte rendu et dans le communiqué de presse que j'ai lu, ils en parlaient pas spécifiquement, mais disons qu'ils mettaient les deux pieds dans le plat du Web 3, grosso modo, pour rendre, ils sont très gros détenteurs évidemment d'or, hein, comme tout le monde le sait, et parmi d'autres choses d'ailleurs, mais donc ils rendent disons, cette matière, ce matériau encore plus liquide pour tous ceux qui voudraient en profiter. Ils essayent de devenir en fait le premier État dans le monde qui vendrait ces lingots de manière numérique. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça nous conforte dans l'idée qu'on est vraiment dans l'ère du temps et que peut-être après ce que certains appellent la bulle des NFT, disons la mise en ligne de centaines de milliers de PFP qui, pour certains, n'ont plus beaucoup de valeur. Peut-être est-ce juste le temps qui veut ça? Peut-être que derrière les projets n'étaient pas solides. Peut-être que les équipes, au fur et à mesure, ont dû partir, voilà, licencier, etc. L'avantage de passer par ce type de projet, alors qui est un peu moins artistique que les autres, évidemment, mais c'est pas notre but. Là, on utilise vraiment la technologie avec des bases solides. Donc, le développement, pour répondre à ta question, c'est quoi? C'est d'aller toucher un peu des champs plus vastes que simplement du pur NFT qui s'échangerait sur OpenSea. Euh, Puisqu'on n'a plus de contraintes physiques, on va aller essayer de proposer ces solutions d'investissement, euh, peut-être pour des jeunes acheteurs, peut-être en mettant ça avec des abonnements mensuels pour commencer à collectionner. Il y aurait peut-être une sélection par nos experts et pour, je ne sais pas, 30 euros par mois, 50 euros par mois, 100 euros par mois, l'envoi systématique de NFT et de commencer à constituer des collections. Ça peut être aussi une piste de recherche, ou alors travailler avec des musées pour dématérialiser leurs collections, organiser des expositions dans le métaverse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'exposition de monnaie parce que c'est devenu, au niveau de la sécurité, impossible à organiser. Évidemment, déplacer des grandes quantités d'or, que ce soit à la Monnaie de Paris, au musée du Louvre ou dans d'autres entités moins sécurisées que des grands musées nationaux. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exposition de monnaie antique parce qu'il y a énormément de vols. Donc, ça permettrait aussi d'aller rencontrer les institutions pour leur proposer cette solution. Donc voilà, c'est un peu le B2B2C. Finalement, on va essayer de travailler avec des entreprises pour les amener en fait à conseiller à leur clientèle qui est d'un niveau assez aisé généralement, comme tu peux l'imaginer, les gens qui vont acheter des pièces d'or régulièrement ont un certain niveau de vie et un certain âge aussi, il ne faut pas se le cacher. Les collectionneurs de numismatique et de pièces sont plutôt dans la deuxième moitié de leur vie, hein. Et donc, on va essayer de rajeunir ça, de proposer des nouvelles solutions plus innovantes, des expositions, de la réalité augmentée, et puis évidemment, vendre des NFT backés sur de l'or de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus nombreux que ce qu'on fait actuellement. Voilà, et aller discuter avec les acteurs culturels, la Monnaie de Paris, le musée de Philadelphie, Kunsthalle à Berlin, etc., etc.
C'est super intéressant et je rebondis juste sur l'exemple que tu as donné dans le métaverse, créer la communauté et faire des événements dans le métaverse. Là, on a un cas concret utile de ce métaverse parce que, comme tu le dis, dans la réalité, c'est très compliqué à mettre en place et c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête, typiquement ce cas d'utilisation du métaverse. Donc c'est très intéressant, ce retour de ta part. On arrive au bout. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter avant de terminer cette interview? Bah, peut-être que on a vu beaucoup d'informations, beaucoup de choses se passer en très peu de temps, hein, dans le monde qui nous occupe, dans le secteur qui nous occupe, toi comme moi. C'est vrai que ça avance très vite. On s'est aperçu que des épiphénomènes macroéconomiques pouvaient chambouler tout un pan de l'économie, faire perdre beaucoup d'argent à certains, en faire gagner beaucoup à d'autres. Pas toujours de la bonne manière d'ailleurs, quand on s'y intéresse. Il y a des choses qui sont complètement montées de toutes pièces, des collections de NFT qui sont déjà achetées, revendues et qui permettent certaines transactions un peu occultes, que ce soit d'ailleurs dans les NFT ou dans les crypto-monnaies. Et donc c'est vrai que disons que c'est une sorte pour l'instant d'Eldorado, mi-Eldorado, mi-Far West, euh, qu'on veut essayer de rendre un peu plus safe, en fait, tout simplement. Et en disant, ben voilà, en fait, les NFT, ça peut être aussi juste une nouvelle manière de consommer. Alors, évidemment, il y a toujours la partie art qui, pour l'instant, ne nous occupe pas, même si on a déjà des gens dans le pipe, hein, comme on dit. Ça sera un développement un peu futur. Mais voilà, 2021-2022, il y a eu une énorme croissance, puis un énorme effondrement. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est dans ces moments-là, donc pile maintenant où on parle, que c'est maintenant qu'il faut construire des projets sur le très long terme. Alors je ne dis pas que les autres n'avaient pas de projet long terme, évidemment, mais on voit que les bases commencent un petit peu à s'assainir. Et que c'est maintenant qu'on pose les fondations et les jalons de ce qui va devenir dans les années futures, disons, complètement indispensable, indolore et invisible pour la plupart. C'est-à-dire qu'on va utiliser le Web3, la blockchain et les NFT par extension, si tant est que ça s'appelle encore NFT dans quelques années. Certainement pas, je pense d'ailleurs. Il y aura encore de nouveaux protocoles. On utilisera ça en 2024, 2025, 2026, 2030, comme on utilise aujourd'hui Internet sans savoir comment ça fonctionne, sans savoir pourquoi il y a marqué HTTP ou 3W. Et tout le monde s'en fout en fait. Le fait qu'il y a derrière, il y a un code qui permette à des gens voilà. Aujourd'hui, on utilise. L'idée, c'est d'utiliser la blockchain dans le futur comme on utilise aujourd'hui Internet. C'est-à-dire sans se poser de questions. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, qui fonctionne bien. Et puisque ça fonctionne, autant l'utiliser et autant continuer. Et, euh, et grosso modo, c'est un peu ça qu'on dit. Et moi, j'aime bien reprendre une phrase d'Einstein. Il disait, ça sert à rien de regarder dans le passé parce que je veux vivre dans le futur. Euh, donc voilà, c'est un peu ça. Essayons de vivre avec notre temps pour essayer d'aller plus loin et de magnifier et de sécuriser tout ce qui peut l'être, tout en utilisant la technologie qu'on a à disposition. Voilà. Eh ben, écoute, ça fait une très, très belle conclusion de cette belle interview. Bien évidemment, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à suivre Artorus sur les réseaux sociaux, allez voir le site, allez vous renseigner un peu sur tout ce qu'il propose. J'ai été ravi d'être avec toi, Robin. Bonne continuation. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Thibaut. Salut.